Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des tensions en Ukraine et placer un peu de réalisme dans le flot d'informations en tout genre que vous digérez depuis des semaines. Ceux qui nous suivent le savent, nous ne sommes pas là pour faire de l'information choc ou de la communication émotionnelle, on risque même de vous rendre tout ça moins sensationnel. On ne va pas non plus revenir sur la base du conflit en Ukraine et des tensions actuelles, le combat des séparatistes, l'intervention russe stratégique pour la prise de la Crimée, la conscription, les assassinats ciblés de personnalités séparatistes, l'usage de mercenaires, etc. etc. La guerre étant ce qu'elle est, elle n'a en réalité pas évolué depuis l'aube de l'humanité. La page Wikipédia de la guerre en Ukraine est d'ailleurs très bien documentée sur le sujet des offensives, contre-offensives, tout en étant largement objective. Nous allons aujourd'hui tenter de lire derrière ces fameuses tensions qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène et comprendre la stratégie des différents partis. On estime que plus de 14 000 personnes sont mortes dans ce conflit depuis 2014 et le début des combats. Une tragédie humaine donc, mais aussi économique. L'Ukraine, en se fermant à la Russie et en plaçant ses espoirs dans l'Union européenne, a dû revoir tout son modèle économique. Elle est devenue l'un des pays le plus pauvres du continent européen en 2018 selon un rapport du FMI, et le pays était d'ailleurs en récession de 2014 à 2016 et vit toujours sous perfusion des aides du FMI. En face, la Russie est depuis fermée à l'Europe et a connu une crise du rouble à l'été 2014 avec les conséquences que cela impose. On en avait d'ailleurs parlé dans une vidéo sur l'économie russe. La Russie enchaîne les sanctions américaines et européennes et son grand défi est d'achever la construction de son gazoduc Nord Stream 2 dans ce contexte tendu. On en avait déjà parlé également. Ajoutez à cela un contexte global de fermeture des pays avec la pandémie du Covid-19, le changement d'administration à la Maison Blanche qui revient à une ère semblable à celle sous les mandats d'Obama, et on arrive donc à un regain des tensions. Alors tout d'abord, pourquoi un regain des tensions ? Le cessez-le-feu le plus récent a été promulgué en juillet 2020 et largement salué comme étant beaucoup plus efficace que les autres qui l'ont précédé. L'OSCE, qui veille au respect du cessez-le-feu, avait d'ailleurs vu une baisse spectaculaire du nombre de violations et de victimes jusqu'au début de l'année. Alors pourquoi on nous parle donc de regain des tensions ? Plus tôt, en mars, la Russie et l'Ukraine ont chacune mené des exercices militaires, respectivement en Crimée pour la Russie et près de la Crimée pour l'Ukraine, avec des manœuvres de troupes destinées à signaler la détermination de l'autre camp, rien d'anormal donc. Les troupes russes n'ont cependant pas quitté la zone frontalière où elles s'exerçaient après avoir terminé les exercices militaires le 23 mars. Le commandement des forces des États-Unis en Europe a donc relevé à 2 reprises son niveau de surveillance, passant d'une crise possible à une crise imminente potentielle, le plus haut niveau. Alors, je ne sais pas comment marche l'état-major américain, généralement dans les armées on utilise un code couleur ou des dénominations pour élever ou abaisser le niveau de dangerosité en gardant bien en tête que ce n'est en rien une certitude, surtout dans une logique de veille et de renseignement où il y a beaucoup de bluff entre les armées. Mais le 26 mars, 4 soldats ukrainiens ont été tués sur la zone de front proche de la capitale séparatiste Donetsk. Selon les rapports, les combats ont été remarquables pour, je cite, le nombre élevé de victimes. Mais aussi parce qu'ils ont en fait duré la majeure partie de la journée, alors que la plupart des combats ou escarmouches se déroulent généralement par poussées discrètes, brèves, et généralement entre les groupes et bataillons les plus extrémistes. Le 31 mars, le président des chefs d'état-major des États-Unis a appelé ses homologues en Ukraine et en Russie pour discuter de ces tensions croissantes. Au même moment, des informations ont fait état d'accumulation de troupes russes sur sa frontière, rien de choquant donc si ce n'est un nouveau coup de pression comme les puissances savent très bien le faire, sans qu'on puisse justifier une réelle volonté de passer à l'offensive. Le printemps est d'ailleurs aussi connu pour être un moment clé des grands mouvements et déplacements militaires. Et voilà, en fait la situation début avril, au moment où l'on disait que la guerre allait éclater et que le conflit est subitement revenu sur le devant de la scène internationale. On aurait pu en rester là, mais c'était sans compter sur un jeu bien plus grand, celui de la politique et des relations internationales, ainsi que des médias. Alors quel est donc le problème ? Le réel problème, en réalité, ce n'est pas tant ce qui s'est passé à ce moment-là, et que j'ai cité juste avant, que la récupération politique, croisée aux intérêts géopolitiques et à la communication de masse qui donne cette impression de situation explosive. Depuis début avril, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni jouent à un jeu dangereux d'influence et de menaces. En bref, l'information sur le terrain est passée aux concernés, les militaires qui veillent sur la zone et qui en ont ensuite relevé au niveau institutionnel, les politiciens qui s'occupent de faire la diplomatie, en espérant bien sûr que ça s'arrête là, car la guerre n'est autre que l'échec de la diplomatie, et est donc une décision politique à ce niveau, mais je vous rassure, on en est encore bien loin. Kiev et Moscou utilisent bien sûr les tensions croissantes dans l'est de l'Ukraine à leurs propres fins politiques de manière à provoquer un retour calculé ou non à une confrontation totale.
Les deux parties ont également intérêt à utiliser le conflit pour faire appel à leurs conscriptions nationales respectives et envoyer des signaux aux puissances étrangères. Même si aucun des partis ne cherche délibérément à inciter à un retour à la guerre, les risques d'erreurs de calcul ou de communication à la fois stratégique et tactique sont croissants, dans un monde où l'information circule en direct auprès du plus grand nombre. Aussi, la détérioration plus large des relations entre l'Occident et la Russie depuis 2014, voire même avant, ajoute également des risques supplémentaires. Tout est à voir sur le long terme, nous l'avons dit et répété sur Terra Bellum, la Russie est jetée aujourd'hui dans les bras de la Chine, mais aussi du reste du monde. Elle partage de moins en moins d'échanges avec l'Europe et est traitée comme le mauvais élève de l'histoire du continent européen. Tout ça n'aide pas à avoir de bonnes relations. Les pays de tous bords se sentent poussés par des ailes idéologiques et n'estiment n'avoir rien à perdre puisqu'ils ne partagent rien en commun. C'est aussi le risque que les parties opposées assument les pires intentions de l'autre puisqu'elles ne communiquent plus et sentent qu'elles n'ont d'autre choix que de faire une escalade militaire. Ce serait là le scénario du pire. Et nous avons donc là un magnifique cercle vicieux qui est en train de se former et qui se forme depuis de nombreuses années. Il faut savoir que l'Ukraine, plus que la Russie, a besoin de ces tensions. Ayant tourné le dos à la Russie pour s'ouvrir à l'Ouest, elle est le pays le plus déterminé et radical dans son approche, c'est un fait. De l'autre côté, la Russie gagnerait par contre, elle, tout à ce que la situation s'apaise. Elle n'a pas besoin de plus de territoire, la mer Noire est verrouillée grâce à la prise de la Crimée comme nous l'avions vu dans notre vidéo précédente sur la stratégie russe en Méditerranée orientale. La Russie se concentre donc plutôt sur la fin des travaux du gazoduc Nord Stream 2 vers l'Europe centrale, ainsi que la levée des sanctions américano-européennes pour trouver des capitaux à l'ouest et contrebalancer sa dépendance à la Chine. Du côté ukrainien, le pouvoir politique est encore extrêmement faible. Zelensky, le président ukrainien, fait face aussi à des pressions politiques sur un certain nombre de questions. Par exemple, le retour de bâton contre certaines de ses actions dans la lutte contre la corruption, de violentes manifestations contre la condamnation à 7 ans de prison d'un activiste d'extrême droite controversé, Serhiy Sternenko, qui se sont transformés en mécontentement plus général. En bref, tenir tête à la Russie, c'est aussi un des moyens pour Zelensky de recentrer l'attention du public sans se griller comme ses prédécesseurs, tout en lui permettant peut-être de rallier son soutien à ses efforts pour faire face à l'influence politique, culturelle et économique persistante de la Russie dans le pays. Les tensions croissantes dans l'est de l'Ukraine permettent également à Zelensky de faire appel aux États-Unis et aux alliés européens pour un plus grand soutien militaire, l'un de ses principaux objectifs d'ailleurs de sa politique étrangère. Les gouvernements occidentaux ont promis une assistance essentiellement symbolique. L'Ukraine souhaiterait aussi une adhésion au sein de l'OTAN, qui n'arrivera sans doute jamais tant que le conflit perdure. L'Alliance Atlantique n'aurait en effet pas grand intérêt à intégrer l'Ukraine, appauvrie et en guerre. L'aide de l'Alliance est aujourd'hui avant tout sur les aspects logistiques et la formation de cadres militaires. La Suède, par exemple, serait un candidat bien plus profitable dans la logique de l'OTAN pour ceinturer la Baltique tout en étant un pays plus stable et qui n'est pas en situation de guerre, mais c'est un autre débat. Mais de l'autre côté, les tensions peuvent aussi bénéficier à la Russie. L'augmentation du soutien militaire russe aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine donne à la Russie un moyen efficace pour signaler à l'Occident qu'elle maintient des moyens asymétriques pour riposter contre les récentes sanctions occidentales et d'autres formes de pression. C'est avant tout un moyen de s'apposer dans cette zone périphérique de la Russie, qu'elle considère d'ailleurs comme déjà un franchissement de sa zone d'influence. La Russie cherche avant tout, on l'avait vu précédemment, à projeter les conflits et les tensions le plus loin possible de son espace, et l'Ukraine étant d'ailleurs extrêmement proche. On est là dans une zone de tension extrême. En conclusion, c'est plutôt la récupération politique de tous les côtés et le matraquage médiatique qui laissent penser à une guerre imminente. Dans les faits, nous en sommes encore loin. La guerre en Ukraine n'a pas été relancée avec intensité depuis 2015, nous assistons simplement à un balai sans fin des politiques qui dénoncent. Quant à imaginer un conflit ouvert entre la Russie et l'Occident, nous en sommes encore loin. La guerre, au sens où on l'entend, a changé. Si guerre il y a, elle est plutôt aujourd'hui asymétrique via alliés interposés ou invisibles, par exemple dans le domaine du cyber. Les États-Unis devaient d'ailleurs déployer 2 bâtiments en mer Noire, un moyen de faire pression sur la Russie, mais la décision a finalement été annulée le 15 avril. Le 18 avril, c'est le Royaume-Uni qui déclare que son groupe aéronaval naviguera en mer Noire au mois de mai. Nous verrons cela. Le déploiement maritime est autant un moyen de pression et de communication que des discours politiques qui dénoncent des provocations. Mais où sont les faits? Dans les faits, la situation reste telle qu'elle est. D'un côté, l'Ukraine a besoin d'une résolution du conflit le plus rapide possible pour se dégager de sa situation catastrophique en interne depuis 2014. Elle devrait faire attention à ne pas se laisser entraîner dans une guerre ouverte qui pourrait l'affaiblir encore plus, voire la briser définitivement. Après, elle est aussi en manque d'opportunités. Contrairement aux pays occidentaux qui pourraient encore renouer un dialogue avec la Russie, l'Ukraine s'est engagée trop profondément dans la confrontation. Remettre en cause le sang versé pour un idéal européen qu'elle n'a d'ailleurs toujours pas trouvé serait comme un échec avoué.
De l'autre côté, la Russie est en position de force, les républiques séparatistes concentrent toujours l'attention occidentale en Ukraine, pendant que la Crimée est acquise et que Nord Stream 2 s'achève. La Russie contrôle la mer Noire et mise avant tout sur le long terme qui lui sera favorable, peu importe l'issue du conflit. En bref, ses objectifs principaux ont déjà été atteints. La Russie a d'ailleurs annoncé le retrait de ses troupes le 23 avril. Là encore, la Russie est parvenue à mettre un coup de pression sur l'Ukraine, l'Union Européenne et les États-Unis tous ensemble, qui a été amplifié par leurs propres médias puis leurs propres politiques qui sont rentrés dans son jeu. Cela aussi dans un contexte international où l'hyperpuissance américaine est mise au défi dans le Pacifique lointain et où la Russie tisse des alliances bilatérales, par exemple avec l'Iran, tout en dialoguant avec la Turquie pourtant rivale, l'Inde ou encore les pays africains, tandis que l'Europe semble s'isoler du monde progressivement avec son allié américain. Si vous voulez à la fois soutenir TerraBellum et vous munir d'ExpressVPN, qui est, je le rappelle, le meilleur VPN au monde par sa simplicité, sa vitesse et ses serveurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation directement en description de cette vidéo.